Avec vous les amis, on va voyager dans le temps des premières années d'une marque oubliée puis relancée. Et oui, tenez-vous bien, deux boomers dans le même canapé vont vous raconter leur Tag Heuer vintage des années 90. Boomers, surtout Alexis, qui lui va nous raconter sa Tag Heuer SEL Biton. Passion, filiation, émotion vont sûrement être au rendez-vous. Restez avec nous, les amis, pour savoir s'il va craquer sous la pression ou se sublimer dans le plus célèbre des canapés. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Je la refais ou pas? Non, c'est bien. Bonjour Xavier. Je suis ravi d'être assis à côté de toi. Bienvenue. Merci. T'as amené ta montre? Oui, elle est là. Regardez. Donc Biton, c'est bicolore, évidemment, c'était ça qu'il voulait dire, un bracelet qui est devenu célèbre pour plein de raisons. Et puis c'est l'essence de Tag, cette montre, parce que c'est la passion automobile, enfin l'histoire de la passion automobile, le chronographe, oh là 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 là, le centième de seconde, eh oui, le premier chronométreur des Jeux Olympiques en 1920 à Anvers, une marque qui était Heuer, qui est devenu Tag, et Tag Heuer, donc pour Tag c'est technique d'avant-garde. Vous avez vu les amis, je vous présente Alexis, le futur présentateur de Petite Montre entre amis. Il n'y a pas besoin de lui poser une question, il démarre sur les chapeaux de roue. On est sur quel circuit là pour démarrer aussi vite? Eh ben on va démarrer en 1970 là, parce que je suis né en 1970, comme ça voilà, ils ont mon âge. Ah, je vous avais dit que le boomer c'était lui. Quel mois? Décembre. Ah non, mais c'est un petit jeune, je suis plus âgé que toi. Montre-moi ta montre. Alors, 1970, parce que en fait, je voulais ça commence quand même, l'histoire, elle commence pour Tag avec la Monaco. On connaît tous la Le Mans, Monaco Le Mans. Cette montre-là, elle raconte plus l'évolution du sport automobile, parce que Tag, c'est quand même très sport automobile, golf, mais sport automobile. Et on voit la montre arriver dans la F1, puisque c'était Tag, technique d'avant-garde, associée avec McLaren, oui. Le plus célèbre pilote qui a porté cette montre. On a des photos aujourd'hui de cette montre sur les réseaux avec Ayrton Senna, puisque c'était la figure emblématique de cette montre. Qui était même ambassadeur de la marque. Des publicités. Exact. À l'époque, les amis, seuls les spécialistes de la pub ou de nos générations à nous, les deux futurs boomers. Futurs boomers, soyons clairs les amis, c'est à partir de 1950. Nous, on est presque des générations Z. Oui, enfin exactement. J'ai envie de te dire, nous dans la tête, on est aussi Z que... Génération Y? Non. Génération X? X. Billy Idol. Tu te souviens de Billy Idol? Ouais. Eh oui, Génération X, c'était son groupe juste avant. Et toi, la tienne, c'est parce que du coup, je la connaissais pas, celle-là. Ah, ben voilà. Elle est belle aussi, celle-là. Eh oui, c'est une Tag Heuer série 6000. Ouais. Même époque que la SEL. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les calibres, enfin les cadrans ont beaucoup augmenté en taille, et pour autant ça reste des très jolis objets au poignet. Moi personnellement, c'est pas ma montre de tous les jours. Hein. Ouais. Pourquoi elle est devenue trop petite? Elle est devenue trop petite. Elle est en quel diamètre? Je crois qu'elle est en 37. Je suis peut-être faire un 37. Non, je pense pas, parce que la mienne est en 38. Là, tu dois être peut-être je me demande si on n'est pas sur l'un de leurs modèles qui était positionné, notamment parce qu'il est Biton, hybride, homme-femme. Oui. Oui. Alors comment tu l'as eu cette montre? Alors cette montre, figure-toi, c'est une drôle d'histoire qui résonne avec l'histoire de la marque, puisqu'en fait donc Heuer c'est une manufacture suisse. Oui. Un jour c'est devenu Tag Heuer, donc ça a été une marque qui a été achetée par une famille Auger saoudienne, qui agrège donc la partie voiture et autres. Et figure-toi que ma deuxième maman dans la vie, parce que parfois dans la vie ta vie est construite avec plusieurs mamans, donc j'en ai une deuxième, et elle travaillait pour la famille Auger, donc c'est elle qui m'a offert cette montre à mes 20 ans. Et c'est directement Akram ou Aziz Auger qui lui avait donné, et elle me l'a redonné en fait assez vite. Donc j'ai eu cette montre qui est, je crois, dans les premiers protos, au premier numéro de la série SEL, et je l'ai eu pour mes 20 ans.
Donc c'est une montre de cœur qui a une dimension émotionnelle et de filiation. Je m'étais pas trompé dans cette intro. Les amis, vous le savez, on prépare pas grand-chose. Hein. On s'est vu pour la première fois avec Alexis tout à l'heure, en arrivant là où on enregistre. On s'est eu au téléphone et je savais que c'était pas ta montre de tous les jours. Non. Tu me l'avais dit, mais moi j'avais envie de faire un épisode avec celle-ci parce que on est sur quelque chose de presque désuet en termes de look. On est sur une époque du renouveau de l'industrie horlogère, puisque je crois qu'ils ont racheté ça en 85. Tag. Ça doit être ça, c'est 85. C'est ça. Et enfin, quand tu dis racheter, c'est LVMH, hein, pour être précis, puisque non, 85 c'est Tag qui rachète. Tag qui rachète. Et ensuite, effectivement, un petit peu plus loin dans le temps, on a aujourd'hui, c'est une marque du groupe LVMH, tu le sais, et donc qui a été longtemps pilotée. Donc en fait, cette marque a déjà 3 histoires. C'est Heuer, Tag Heuer, et puis maintenant, bon, c'est toujours Tag Heuer, mais sous l'égide du groupe LVMH. La manufacture est toujours installée en Suisse. Ce qui est drôle, c'est que, bon, elle est restée fidèle à la partie sport auto dont on parlait tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, c'est même avec Porsche plutôt que McLaren que Tag fait les choses. Bien sûr. Cela dit, oui, l'histoire. J'imagine que toi, tu as parlé d'Ayrton Senna. Ayrton d'ailleurs, Gilles qui était passé sur la chaîne, ancien quasiment producteur d'automoto et de la Formule 1 sur TF1. D'accord. L'a interviewé et effectivement en portugais du Brésil, c'est Ayrton Senna. À cette époque-là, forcément on en parle parce que ça a été un ambassadeur de la marque, mais t'étais plus Prost ou Senna, toi? Bah, figure-toi que, en fait, le cœur, l'émotionnel, c'était Senna parce que le gars est juste incroyable. Après, on aimait quand même, bon, on était français, enfin, moi, je suis français, donc, j'aime bien, on a eu un champion exceptionnel avec Alain Prost. En fait, ce qui était chouette, c'était qu'on avait un duel. C'est-à-dire que ce qui a quand même pimenté toute cette époque-là, c'est que à chaque course, tu te demandais qui allait gagner, quoi. Tu veux dire que c'est pas la même chose aujourd'hui? Non. T'as regardé le dernier Grand Prix de Formule 1? Non, je l'ai pas regardé. J'étais devant, j'ai regardé le départ, puis après je me suis endormi, comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Bon, non, l'année d'avant, l'année d'avant aussi. Après, j'aimerais bien te raconter un truc, c'est que on parle automobile, mais cette marque qui est aussi connue dans le golf a eu aussi des aventures avec le yachting. Elle avait lancé dans les années 90 une course qui s'appelait la course de l'Europe. On était au début, on était au début de l'histoire de l'Europe et l'équipe Tag Heuer avait lancé une course qui faisait le tour de l'Europe en multicoque et la course était appelée j'ai pas de souvenir de ça. J'ai le souvenir de logo Tag Heuer sur des mâts, sur des coques de bateaux. Ils avaient fait une course. Ils ont pas été sponsors d'un pays ou d'une équipe d'America's Cup aussi? Alors, ils sont aussi avec l'America's Cup parce que du coup, un des endroits, en fait, là où en fait on peut trouver de la technologie, de l'aventure humaine, du chronomètre, parce qu'en fait, la raison de tout ça, c'est aussi ça. C'est le sport automobile et c'est effectivement le yachting. Donc, Tag elle fait partie aussi de ces marques qui sont. Alors, c'est un petit peu aujourd'hui caché, je trouve, par rapport à cette marque qui est très focus sur la bagnole. Sur la bagnole, exactement. Alors quel regard, je vous disais les deux boomers, parce qu'en fait je suis plus âgé que toi, je suis embêté maintenant, on va dire que c'est moi, purée, ils vont encore se foutre de ma gueule dans les commentaires, mais avec plaisir les amis, sauf si vous déconnez trop, là je vais être obligé de vous sanctionner. C'est pas facile d'être ancré dans un univers, tu vois, sportif, et puis t'as quand même la grosse machine Rolex qui ratisse quand même tous la F1, le PGA Tour, beaucoup de chronométrie en tout genre, c'est pas simple. Là, je trouve que ce qui est pas mal avec ce que fait Tag Heuer, c'est qu'ils mettent à leur profit l'ADN historique de Heuer à l'époque, donc avec les chronographes et toutes ces montres qu'on aime beaucoup, que ce soit la Heuer Monaco, Montréal, Monza, Silverstone, etc. Et c'est ce que je te disais, c'est l'inventeur du centième de seconde, donc c'est quand même le premier vrai il y en a eu beaucoup, des chronomètres. C'est aussi cette marque qui a installé les 6, ce qu'on appelle piliers du chronographe, c'est-à-dire le cadran tournant, le centième de seconde.
ils ont mis 6 critères qui fait qu'aujourd'hui, ouais, ça sonne bien, moi j'aime bien ça. Je faisais ça. On va l'écouter, on a une plongeuse féminine avec un buis 200 mètres. Ouais. Oh. Parce que du coup, c'est dans les critères, justement, c'est donc TAG qui a installé ces critères-là. C'est intéressant, c'est vraiment une marque qui est vraiment très très jolie. Encore une fois, elle a une richesse forte. Je trouve qu'on pourrait aller un peu plus loin. Alors, il se trouve que tu sais que j'ai écrit un livre avec ma fille sur l'émotion dans le commerce et dans l'émotionnel. C'est vrai que c'est un spécialiste du retail. Moi, je pensais que c'était un spécialiste de l'éloquence et de la précision dans le propos. Il est coach de speaker, mais non, il est dans le retail en fait. Ouais, moi je coach entre guillemets les marques sur l'expérience client. Ouais. J'ai la chance d'avoir pas mal de choses et j'ai commis, si je puis dire, un livre sur l'expérience client avec ma fille, Dune. Ouais. Et dans le livre, on a raconté TAG. Et alors, ce qui est drôle, c'est ce que dit donc Dune, qui est Gen Z, qui a 24 ans, raconte son avis sur la marque. Donc elle dit, en fait, cette marque, moi je l'adore, mais elle devrait oser plus. Alors bon, moi je trouve que la marque ose quand même déjà des choses. Alors elle ose trop dans l'automobile, si je puis dire. Et ce que disait Dune, c'est au moins c'est pas boring quoi. Au moins ils osent. Ouais, mais don't ose under pressure. C'est ça. On va pas le faire avec du Tudor au milieu, mais ah non, mais c'est ce que ça me dit ça. Vous savez, j'en ai une. Elle est là. Elle est là. Elle est belle. Avec ton bracelet, elle te va bien. Hein. Ouais, je la porte avec. Alors je porte mes montres au bras gauche parce que c'est côté cœur. Donc je trouve qu'il y a un côté passionnel. Et puis bon, en fait, quand t'es marin, tu gardes. Enfin, moi, je suis droitier, donc tu gardes ta main pour agir et ta main gauche, c'est un peu. Ouais, ça c'est dans la voile, ça. Ouais, c'est dans la voile. Dans la voile, il y a une règle, c'est. Il faut toujours un bras pour le bord, entre guillemets. Enfin. Mais j'ai toujours le bras droit. Non, mais moi je suis droitier. Ah, voilà, mais moi je suis gaucher, je porte ma montre à gauche comme tout le monde. Ça c'est aussi, ça peut être une question de règle. Moi, je les mets à gauche pour des questions de dire, en fait, c'est côté de mon cœur, et donc c'est le bras du cœur, donc c'est le côté passion. Poésie, passion, filiation, il nous parle de sa fille, de son business, c'est fabuleux. Moi, ce que je voulais dire au sujet de TAGER, c'est que moi, c'est une marque de cœur parce que ils le savent sur la chaîne, je leur ai déjà expliqué, et puis il y a plein de photos et un avis client sur la plateforme sur cette montre-là. Et je l'ai eu pour mes 30 ans et c'est avec cette montre-là que j'ai démarré dans l'horlogerie mécanique. Et donc, de fait, les rares fois, parce que j'y vais pas souvent, où je vais voir des boutiques de montres neuves, parce que je suis plutôt vintage, je m'arrête toujours chez TAGER. D'accord. Ça me plaît pas spécialement ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est trop. Mais t'as commencé par là, donc je vais voir. Et je dois reconnaître que leur dernier modèle, je vais l'appeler comme ça, avec ce qu'ils appellent Glassbox, c'est-à-dire ce verre qui épouse comme ça l'insert de lunettes. Ça, c'est réussi parce que ça ramène la marque à un peu moins, je trouve, tu me diras ce que t'en penses, de bestialité avec notamment leur modèle Carrera qui est en 44, une Monaco. Bon, je vais pas me faire des amis, mais 9 personnes sur 10 qui en rêvent quand ils l'essayent, ils l'achètent pas parce que c'est trop gros. C'est agressif, c'est carré, etc. Ça peut être décevant. Et ça, les goûts et les couleurs, franchement, là, le sujet, c'est ni bien ni pas bien ce que je dis. C'est juste le ressenti et le feedback que j'ai. Et là, ils reviennent avec un peu plus de finesse et des modèles qui ont fait le succès de ER dans le vintage, c'est-à-dire les vieilles Carrera avec un diamètre un petit peu plus contenu, quoi. Et là, t'as un truc, là. Ouais, ce que je trouve intéressant, tu vois, t'as commencé avec cette montre, moi aussi, parce que c'est ma montre des 20 ans. Je trouve que, d'ailleurs, ils devraient garder cette empreinte de dire, finalement, tu vois, la Gen Z arrive, c'est quand même la vague de consommateurs de demain des montres. En fait, je pense que les marques vont pas assez sur la Gen Z, et je trouve que cette marque-là pourrait faire un truc absolument génial, y compris, peut-être en travaillant plus sur y compris en travaillant la première, la seconde main, parce qu'en fait, on le sait tous les deux en tant que, j'ai envie de dire aussi expert dans nos positions de marché. La seconde main, c'est quand même le poumon de demain de toutes les marques. Bien sûr. Là-dessus, il y a aucun doute. Mais tu vois, le problème, c'est que la Gen Z, on vous aime bien, les amis. Ils sont pas très nombreux. Mais sur la chaîne, ils sont moins nombreux. Mais bien sûr qu'ils vont venir parce qu'ils savent que c'est sur le canapé de Dalichous que tout se passe. Et si c'est pas le canapé, mais j'en ai des Gen Z. Tu sais, ils viennent. Ils viennent et souvent, sans surprise, ils viennent avec une Hamilton Khaki Field, ils viennent avec une Seiko 5, ils viennent avec une SKX, une Orion Bambino. Il y a vraiment des choses intéressantes.
la problématique quand même de la génération Z. Donc en fait, ce sont des gens qui ont entre 20 et 25 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais même 30. Concrètement, statistiquement, ils ont pas le budget pour jouer dans la cour des marques qui sont un peu à la course à l'échalote et qui, ces dernières années, ont pas cessé de passer les augmentations de 10, 15, 20% par an. Et voilà. Premier prix Tiger, c'est 1500, 2000 balles, hein, ouais. aujourd'hui. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on est d'accord. Enfin, si, un peu, mais, alors, j'ai une confidence à te faire. C'est que moi, cette montre-là, je l'ai eue à mes 20 ans et que, donc, elle a 40 ans. Ouais. C'est ça, non, elle a un peu moins la 30. Donc j'ai la chance d'avoir quelques montres. C'est une montre que j'ai beaucoup portée plutôt en soirée. Ouais. J'aimais bien la mettre le samedi soir, tu vois, en soirée. Donc c'est pas une montre que je me portais tous les jours. Et figure-toi que elle commençait à dormir dans sa boîte, ouais. dans le tiroir. Ouais. Je l'ai offert à ma fille pour ses 20 ans. C'est-à-dire que j'ai reproduit c'est génial ça. Donc j'ai offert. J'avais 2 tags. Parce que j'avais une Monaco et puis celle-là. Ouais. Et tu avais au passé. Bah oui, parce que j'ai. Non, mais l'autre tag tu l'as offerte aussi? J'ai une fille, un garçon. Ah. Et j'ai offert au même moment à chacun. J'aurais dit tiens, voilà, il est temps de vous initier, il est temps d'avoir des jolis objets au bras. Donc j'ai offert. Donc cette montre aujourd'hui appartient à Dune. Donc je suis dans ton canapé. Mais mais c'est une des premières. Ça, on l'a jamais fait. En fait, c'est plus ma montre. Il vient plus. Non, mais il sort. Attends, c'est quoi cette histoire? Non, c'est. Dune, où es-tu? C'est pas possible. Elle est avec Timothée Chalamet dans le désert avec Dune 2e partie. C'est ça. C'est vrai, elle est actrice? Non, elle est pas actrice. Elle est pas actrice. Okay. Tu parlais de... Non, excuse-moi. Et du coup, ça lui a fait énormément... Alors, tu peux pas savoir, c'était une émotion... D'abord, moi, c'était une émotion parce que moi, je l'ai reçu émotionnellement, c'était très fort d'avoir... de recevoir ta première montre parce que tu reçois une... Tu as encore la boîte d'origine? Ouais, j'ai la boîte d'origine. Oui. Ronde. En cuir, même couleur que le bracelet. J'aimais beaucoup ce bicolore qui marche encore très bien et qui... Alors, en plus, donc, c'est ma fille qui a hérité entre guillemets de cette montre qui est parfaite, je trouve, au féminin, parce que avec le temps j'ai une montre un peu plus grosse, j'ai un calibre un peu plus gros, et je suis très content qu'elle ait alors le petit regret, tu vois, je voyais que tu regardais, moi je trouve que quand on va un peu plus loin, il faut presque aujourd'hui, il faut graver nos montres, faut mettre des messages, donc ça je l'ai pas fait pour Dune. Mais tu l'as fait pour la Monaco? La Monaco avait une gravure. Et donc elle est restée et elle va très bien. Je l'ai offert à mon fils. Rien ne t'empêche de faire une petite gravure de haut. Voilà, il doit bien y avoir ça. Il y a des très belles histoires de gravure. Enfin, on le sait tous. Tu connais. Oui, mais tu vois la gravure, c'est intéressant. Ça, je voudrais en parler. Tu vois, avec toi, puis avec tous les abonnés. Graver le fond de boîte d'une montre, c'est fantastique. Mais malheureusement, il y a une bonne partie des acheteurs et du marché qui, pour eux, ils vont dévaloriser d'un point de vue pécunier leur montre. Et là, c'est le biais du marché de ces 5-10 dernières années, très trop spéculatif, etc., etc. Est-ce que tu achètes une montre sur l'angle émotionnel ou investissement? Moi, si je l'achète en émotionnel, je l'ai donné à ma fille, elle l'a eu à 20 ans. Aujourd'hui, si je fais une gravure, elle va pas la revendre. Bon, les amis, je sais pas s'il aura la casquette d'Alichous parce que il devrait savoir que je n'achète jamais une montre pour une question d'investissement. Là, il y a d'autres chaînes où tu peux aller. Salut Gérard, on t'aime fort quand même. On a tous un petit moment dans la tête en disant, ouais, attends, je fais pas une mauvaise affaire. Ouais, mais c'est pas pareil. Ça. Oui. Attends, c'est pas pareil. Acheter une montre pour le plaisir, tu l'as chinée, t'as recherché, t'as fait des efforts. Moi, je considère que la passion, c'est une affaire d'investissement et de temps passé. Si le sujet, c'est juste de sortir. Je vais vous dire un truc. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Sortir sa carte bleue pour acheter une montre à 10 000 balles, si on en a les moyens. Je peux vous faire l'exemple avec une montre à 1 000 €. Sortir sa carte bleue. Tu fais le même geste avec ton téléphone que pour payer un sandwich au jambon à la boulangerie. Donc le sujet pour moi, c'est pas la valeur vénale, c'est pas la valeur résiduelle, c'est pas la valeur du truc, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle me fait plaisir, etc. Ça n'empêche pas, moi qui achète du vintage, de me dire
est-ce que je peux faire une bonne opération et comment je peux éviter d'en faire une mauvaise. Ouais. Ce qui est différent de l'investissement. Ouais, on est d'accord. Bon, là, en l'occurrence, moi, ce que je voulais, c'était transmettre et initier la passion chez ma fille. Je voulais qu'elle... Ça va lui coûter cher, hein, parce que là, d'une, je suis désolé, mais là... Elle commence avec une tagueur. Donc, du coup, elle a commencé à comprendre. Moi, les 3 clés d'entrée que j'adore dans les montres, c'est le design, donc là elle a un joli design, les mouvements, donc comprendre quand même qu'il y a une mécanique à l'intérieur et puis ça raconte des choses sur le plan chronométrique et encore une fois mécanique. Et puis il y a une part de storytelling ou enfin d'histoire. Cette montre a une histoire, donc en fait elle a tous les codes pour qu'elle rentre dans l'envie. Tous les 10 ans, tous les 5 ans, je ne sais pas, les moments forts de sa vie. Quel âge a-t-elle? 24. Ah là là, d'une, il faut que tu demandes à ton père pour tes 25 ans une nouvelle montre. Ouais, j'ai plus qu'un an là. Donc, mais je commence à comprendre ce qu'elle aime, et mon fils aussi d'ailleurs, parce que. Quel âge a-t-il ton fils? Lui, il a 20. Donc ils avaient eu tous les deux la montre. T'as 5 ans à attendre, hein, mon grand. Hein, ouais, voilà. Lui, ça va être un peu plus long. Ouais. Ça va être un peu plus long. Non, mais tu dis un truc qui est juste sur l'horlogerie, c'est que à un moment ou un autre, soit on regarde l'objet tel qu'il est aujourd'hui, ou alors on se projette dans le temps et où on regarde dans le rétroviseur. Ta fille. Dernier point, je suis très content de les voir avec leur montre au bras, plutôt que de savoir que la montre est dans le tiroir. Ah bah oui, c'est mieux. Parce que du coup, bah moi j'ai toujours eu à peu près 4-5 montres. Bah finalement ils en ont chacun une. Et moi du coup j'ai eu 4 montres de très belles montres et j'en ai 2 qui sont aujourd'hui sur les enfants. Et j'imagine forcément, puisque tu me le racontes, c'est que ils sont tes enfants, ta fille et ton fils sont parfaitement au courant de cette dimension émotionnelle de filiation avec cette deuxième maman qui t'a offert cette montre. Oui, bah June, elle sait parfaitement du coup comment est passée la montre. Elle adore sa seconde maman aussi. Alors justement, tu nous relatais que ta fille dans un article ou dans une interview disait ce qu'elle pensait de cette montre et finalement ce qui ressortait c'est faudra avoir un petit peu plus d'audace. Moi il y a un truc que j'aimerais bien et si tu veux te joindre à moi ce serait fantastique on va dire à nos amis de Tag. Franchement les amis, il y a un truc à faire pour moi et j'en parle souvent sur la chaîne, peut-être que tu l'as pas en tête, c'est la problématique des bracelets. Il y a un certain nombre de bracelets très reconnaissables sur le marché, c'est difficile d'en sortir des nouveaux, etc. Ouais, mais il y a un truc qui est pas très compliqué à faire, c'est de regarder dans le rétroviseur, et entre ce bracelet-là, très très caractéristique, qui est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis un grand malade de bracelets et de maroquinerie, même si là c'est pas du tout la maroquinerie, c'est que un beau bracelet, ça fait la différence sur une montre. Eh bien, le propre de la SEL, là on le voit peu, mais on voit le maillon biton ici. Et c'est une montre que je cherche à chiner en version automatique chronomètre cadran bleu. Donc il y en a plein au Japon. Donc je surveille les ventes aux enchères, etc. Les amis japonais, trouvez-moi une occasion, etc. Ce que je veux dire, c'est que moi j'adorerais que Tag Heuer revienne sur cette logique de bracelet, parce que qu'est-ce qui fait qu'une montre est reconnaissable? En fait, t'as un truc. Rolex, c'est sa loupe. Parmi d'autres choses, c'est peut-être les seuls qui sont très très forts. Voilà, la Monaco, elle se reconnaît sur sa forme. Une Nautilus, ça se reconnaît. Une Patek à calendrier annuel ou perpétuel, ça se reconnaît à ses guichets, etc. Une Royal Oak, bien évidemment. Le bracelet sur un modèle acier, c'est ce qui fait la différence. Et là, on est dans des montres qui ont un ADN. La Polo 79 ou 79 pour les Suisses de Piaget. C'est plus le même budget là. Non, je sais, on craque un peu là. On est à 80. On est à plus de 80 000. Mais c'est dans l'esprit de le bracelet, enfin montre bracelet montre. Enfin, je fais exprès de faire dans ce sens-là. Celle-là, ce qui est très chouette, enfin, on sait plus si c'est une écaille, parce que ça peut être, enfin, il y a un côté bio design dans il y a un lien, on passe organique, on passe du boîtier de la montre au bracelet. Il y a cette transition qui est jolie, qui est assez unique. Moi, je l'ai pas beaucoup revu parce que soit c'est effectivement ta bracelet montre mon bracelet. Ils ont continué après, étant assez peut-être plus assidus que toi sur ce qu'a fait Tag Heuer ces dernières années. La SEL est devenue la Link. Puis après, ça a disparu. La Link, c'est Asagi, etc. Et ce que j'aime bien, alors
je vais pas dire j'aime bien cette montre, puis à la limite j'aime ou j'aime pas, on s'en fout. Elle a un look années 80, total. Début 90. Mais qui est bien, qui marche bien aujourd'hui. Eh ben justement, voilà. Et ça, je voulais venir parce que quand entre deux anciens, presque anciens, bientôt boomers, les amis, on se la donne et tout ça, même si on écoute du Billy Idol, Billy Idol, il chante encore, les mecs. Je vous mettrai une petite vidéo. Il a pris un petit coup de vieux quand même. Mais Flash for Fantasy, c'est toujours aussi bon. Exactement. Bonus pour la fin de l'émission. Le propre de l'horlogerie et des bagnoles, un autre truc qui me chauffe beaucoup, c'est que vous avez une montre qui sort, si elle est réussie pendant 10 ans, elle est magnifique, puis après elle va commencer à prendre un coup de vieux, puis après elle va être complètement has-been, et puis au bout de 20 ans, 25 ans, elle va revenir, on va se dire ah ouais, il y avait des trucs, etc., etc. Et tu vois, honnêtement, celui qui dit Dune, elle adore cette montre. Eh ben voilà, non mais Dune, elle a pas les moyens de s'acheter une Polo 79. Non. Eh oui. Non. Ou alors c'est ce qu'elle va te demander pour son anniversaire et là t'es mal barré. Alors je pense qu'il faut y aller. Tu vois, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il faut aussi gravir des étapes et se dire bon, moi j'ai vu ça à 20 ans, à 30 j'ai eu une Rolex que j'ai. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est même très bien. Je l'ai eu avant 50. Et d'ailleurs, je suis un des rares qui portait très très tôt avec du NATO, parce que moi je pense qu'il faut qu'on joue plus la mode. Et le bracelet, tu parlais de bracelet, le bracelet c'est une chance énorme pour jouer la mode, et notamment pour les filles. On peut changer les couleurs. Enfin, quand on pense à la particularité du bracelet, donc ça veut dire que c'est quoi comme Rolex? C'est une sub. Submariner. Ouais. Ok. Et en fait, tu l'as toujours mis sur un NATO. Oui, j'ai jamais eu un bracelet. Enfin, j'ai jamais porté dans son bracelet qui restait dans la boîte. Chaque année. T'en as plusieurs alors comment tu fais? Et je change les bracelets tous les ans. Je mets la couleur. Une fois par an, schématiquement. Ouais, grosso modo, je mets une couleur par an. Je l'assortis, je porte toujours un petit bracelet marin. Je vais pas faire, tout le monde aura peut-être reconnu la marque, mais j'assortis les deux et ça me plaît beaucoup et j'aime bien. C'est un accessoire. Nous, les hommes, on a très peu d'accessoires, donc il faut savoir les jouer. Attends, on a les boucles d'oreilles, on a les. Les lunettes. Les lunettes. La classe internationale. Les nouvelles lunettes, les mecs, vous avez vu, Prada, purée. Non, mais alors, est-ce que tu es là, le sujet dont tu parles, c'est le bijou pour l'homme. Oui. Voilà, moi, c'est un truc qui me parle pas du tout, ça. C'est-à-dire que je le vois vraiment pas du tout comme ça. Mais je comprends parfaitement que plein de gens le pensent et le regardent. Mais donc ça veut donc dire que dans ton choix de bracelet, et éventuellement dans la montre que tu portes un jour, tu le combines à ta tenue vestimentaire, ok. Parce que du coup, moi, j'ai joué le bracelet couleur NATO. Donc, j'ai une très belle mécanique puisque tout le monde la reconnaît. Quoiqu'au début, c'est très surprenant de l'avoir sur un NATO. Donc, tout le monde me disait, mais tu l'as acheté où? C'est une fake. Et en fait, c'était juste parce que, en fait, elle n'était pas portée avec son bracelet. Quand tu commences à twister une montre, les gens pensent que tu portes du faux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut un peu customiser. Combien de fois on te l'a dit? On me l'a quand même dit. Plus maintenant parce que c'est devenu démocratisé, mais on me l'a dit. Donc je suis très content et oui, j'en ai fait un accessoire de mode. Donc oui, ça m'arrive d'être avec la couleur de l'été et la couleur de l'hiver avec ma montre et elle est assortie et ça m'arrive de changer la couleur en fonction de mon dressing du jour. Et ça j'aime bien. Sauf celle-là qui déjà a 3 couleurs parce que je pense que déjà 3 couleurs c'est, enfin même avec le caron ça pourrait faire 4. Enfin les champagnes qui rappellent un peu l'or. Mais celle-là, voilà, la couleur, c'est un truc, je trouve, et c'est un truc, tu vois, c'est un truc, ça passe aussi générationnellement. J'aime bien Dune, elle aime bien, elle sait, et ils savent que mes enfants que. Alors, les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire le 60 secondes chrono avec Alexis, on va le faire à distance. Donc, je pose les questions et c'est Dune qui te répond à l'oreillette. Non, je déconne. C'est parti pour, il est à ta l'oreillette. C'est parti. Une réponse d'Alexis. Voilà, je te bombarde. Faisons simple, sinon on va pas y arriver. Je te bombarde de questions et tu me réponds spontanément, oui ou non, ou la réponse à la question. Hugo décrypte. Ouais, Hugo décrypte. Il est tout jeune, lui. Oui. Il est génération quoi, lui? Alpha. Non, Z. Zalpha. Voilà. Alors attention, c'est parti. Ta complication préférée? Oula.
Le chronographe. Ok. Intéressé par le vintage? Oui. Moonswatch, bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée. Tu en as une? Oui. Laquelle? J'en ai offert, j'ai la Moon, ouais. Et j'ai offert la Saturn à mon fils. Je trouve l'idée absolument géniale. Ok. Tu te vois avec une Richard Mille? Et d'ailleurs, c'est 60 secondes chrono. Tu te vois avec une Richard Mille? Oui, j'ai eu la chance d'en essayer une. Il déborde, il essaye de prendre ma place. Oui. Tu te vois avec une Richard Mille? Non, j'ai pas les moyens, mais j'en ai essayé une, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le design. La montre préférée de ta collection? Je l'ai pas acheté. Speed ou Monaco? Speed. Est-ce que tu chines les montres? Oui, je regarde sur le net. Ouais. Ouais, souvent. Cartier Tank ou Cartier Santos? Santos. Le modèle qui symbolise pour toi la relation automobile et montre? Oula. Tag. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? À une époque, j'aurais répondu neuf, et aujourd'hui, j'ai pas de. Je ferai très attention quand même à la provenance, l'histoire, les papiers, mais je serais pas du tout dérangé à acheter en vintage. Ouais. Dans les bons circuits. Ta marque préférée? C'est dur ça. 60 secondes chrono, on va faire 60 minutes chrono avec Alexis. Il y a Zénith que je trouve incroyable à cause du mouvement. J'adore Blancpain, c'est les plus belles plongeuses. Jacques Hédro me fascine. Richard Mille a apporté un truc de dingue dans cette industrie. Mais je suis très content d'avoir démarré avec mes tags. Super. Ton truc, est-ce que c'est Tudor aussi, c'est une bonne marque. C'est ton truc, les horlogers indépendants? Ouais, j'aime bien ça. Je trouve que c'est le renouveau, c'est le demain de notre histoire. Tu aimes les bracelets rubber? Oui. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu as envie d'en citer une pour leur faire plaisir? Alors oui, je vais citer une marque qui est pas du tout une marque de montre, qui est une marque d'horlogerie, grande horlogerie pendule. C'est Utinam. Ouais. Regardez, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que là, ça devient la montre que tu mets dans la maison. C'est-à-dire que ça remet l'horloge, la comptoise dans le foyer, donc ça fait vibrer la maison. Ça, je trouve ça cool. J'espère avec un design autre que la grosse boîte. Et j'en ai une que j'adore quand même de marque. Allez, une petite deuxième. Parce que je suis marin et que franchement, ça me fait rêver. C'est Ulysse Nardin. Ulysse Nardin? Ah ouais, je trouve que c'est incroyable. Alors, c'est pas complètement une micro-marque, Ulysse Nardin. Non, c'est vrai. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Non. Enfin, j'ai cité la Piaget 79. Piaget Polo? Ouais, il y en a une que je trouve exceptionnelle aussi, c'est la Vacheron, j'ai oublié son numéro, mais on a vu 222? Ouais, on a vu Brad Pitt qui l'avait dans 2 versions, dont une dorée à Wimbledon. Et franchement, là, je suis allé voir en magasin ce qu'elle donnait, et je l'ai mis au poignet. Et alors? Incroyable. Bien. Parce que là aussi, en fait, on en a parlé tout à l'heure, la combinaison montre bracelet, et le bracelet, c'est exceptionnel. Est-ce que t'es plutôt plongeuse ou GMT? Plongeuse. S'il ne devait en rester qu'une dans ta collection? Voilà. Pas celle que t'as donnée. Non, non. Bah oui. Non, s'il devait en rester qu'une, en fait, au fond, moi, je suis marin, donc il me faut une plongeuse. Alors, si celle que je pourrais m'offrir, c'est une Tudor, et celle que je pourrais rêver d'avoir. S'il devait qu'en rester qu'une de ta collection. Une Blancpain, Non, de ta collection. Ah, de ma collection actuelle? Oui. Ma Sub. Ta Submariner, le modèle de tes rêves? Une Blancpain. Une Blancpain, les amis! Une Blancpain, et alors pareil, je vais faire un petit scoop, c'est que j'ai repéré un jour complètement par hasard, Blancpain avait sorti une trilogie. Oui. Avec eux, il y avait une GMT, une plongeuse et, je crois un chronographe. Il y a combien de temps? 2000. Ouais. C'est autour des années 2000. Et en fait. C'était l'année dernière, ça, hein. Et donc, ils ont sorti la même montre 3 fois et ils l'ont appelée, enfin, elle est pareille, hormis évidemment les cadrans et quand même complications. Mais en fait, quand on la regarde, c'est 3 fois la même. Et ils l'ont appelée Air, Terre, Mer. Alors bon, tant pis, je vais dévoiler le truc pour mes enfants s'ils voient la vidéo. C'est que je rêve je serais capable de vendre toutes mes montres pour acheter cette trilogie. Ouais. Et de dire, en fait, je donnerais aux enfants les moyens de dire, en fait, on a tous la même montre. Et quand on se voit, la trilogie est réunie. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal. Il faut raconter des histoires. Mais oui, mais tout ça, c'est une affaire d'histoire. Si on est là, c'est pour raconter des histoires. Ouais. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est aussi pour avoir une histoire. Moi, ce que je vois, c'est, les amis, là je le dis rarement, mais là nous sommes début mars, cette vidéo va être diffusée
dans quelques semaines. Ton anniversaire, c'est au mois de décembre. 30. Voilà, donc les chers enfants d'Alexis, vous avez, ma foi, 9 mois pour trouver cette trilogie Blancpain. Figure-toi que j'ai déjà trouvé. Ah, tu l'as déjà trouvé? Ouais, le mec, il nous devance. Donc, il faut juste que je trouve les sous. Ou que je dise à Blancpain, allez, refaites-en une trilogie 2024. Bon, vous l'avez compris, les amis, cet épisode est un petit peu complètement fou. Hein. Je veux dire, il est marin, mais j'ai l'impression d'être avec un cheval de course qui fougue. Je n'arrive plus à le tenir dans la ligne droite de Longchamp. Où il y a un hippodrome à Genève? Non. Je dis Longchamp, mais attends. Il y a un lac, on peut faire des trucs. Là, et tu fais de la voile sur le lac? Oui, ça m'arrive. Il y a un très beau événement qui s'appelle le Bol d'Or, qui est d'ailleurs sponsorisé par Tudor. Ouais. Et tu vois et puis les Suisses. Le Bol d'Or, comme la course de moto. Ouais, mais qui existe. Et là, c'est sur le lac. Marin. Et donc, en fait, tu dois relier Genève à Genève le temps d'un week-end. Enfin, le temps d'un week-end, c'est la course des marins vendredi, se termine le samedi. Et tu dois passer par les différents villages. Et tu dois faire le tour du lac. Exactement. Et c'est un très très belle. Ouais, c'est la voile. C'est une très très belle course. Tudor en est le parrain. Et les Suisses qui sont des férus de techno, parce que comme pour leur montre, ils font des bateaux. Enfin, je te rappelle qu'ils ont quand même gagné l'America's Cup. Bien sûr. D'ailleurs, cette année serait une très belle année America's Cup où on verra les Omega. C'est où cette année? C'est à Barcelone. Il y a Panerai qui a affrété son bateau italien. Il y a Tudor. Il y a Omega. Il va y avoir de la compète. Cette année, ça va être assez sympa à suivre sur l'eau, les montres. Et qu'est-ce qu'ils ont comme jauge, les bateaux? Voilà, c'est compliqué. C'est des catamarans. Ils ont tout changé. Donc maintenant, c'est sur foil. Donc toutes les règles ont changé. Enfin, ce n'est qu'ils sont tous d'accord sur une règle pour s'affronter sur la même. Mais c'est trop compliqué d'en parler sur. Moi, je vous dis juste, suivez, ça va être marrant. Ouais, non, mais voilà, parce que on se rejoint. Moi, je suis pas je suis un amateur de toute compétition sportive, et notamment lorsque d'un point de vue visuel c'est intéressant, et tout a changé à la Coupe de l'América depuis l'arrivée des catamarans et des foils à San Francisco, où maintenant c'est on a vraiment l'impression de voir une course et pas un commentateur qui dit oh là là, ils sont à 3000 de la côte, il est en train de remonter, et en fait mais c'est devenu visuellement il se passe rien. Bon, là maintenant la techno, parce que grâce à la techno on voit des simulations, etc. Enfin, pour ceux qui aiment aussi le gaming, je pense que vous connaissez Virtual Regatta, qui est un jeu oui, où tu peux faire tu fais le tour du monde sur ton bateau, dans ton canapé. Mais ça tu fais ça? Ouais, je l'ai fait. C'est un grand malade en fait, hein. Alors j'ai fini 16 millième sur pas mal. Ouais, pas mal, sur 1 million. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et alors le truc qui était rigolo, c'est qu'en fait, tu joues dans un jeu, mais tu joues contre des skippers qui sont en mer et eux qui font vraiment la course. Et puis t'as des skippers qui ont pas pu prendre le départ, qui eux font la course en digital. Donc t'as vraiment 3 populations. T'as le vrai skipper qui est sur l'eau, le skipper qui est un vrai skipper qui joue dans le jeu, et toi qui est. Et alors, est-ce que le vrai skipper dans le jeu, il est vraiment meilleur que le pas vrai skipper qui est un très bon joueur? Le skipper dans le jeu, il est meilleur que le joueur, ouais, parce qu'il a quand même, en fait, faut avoir un petit peu, oui, il a des notions. Et puis après, ils sont parrainés, donc en fait, le jeu fait que tu le sais, t'achètes des petites options pour mieux régler tes voiles. Ouais, c'est comme quand on lit un article sur les toquantes, on sait pas trop si c'est un article ou si c'est autre chose, quoi. Bon, et d'ailleurs, Ulysse Nardin a été sponsor de l'épreuve, parce qu'il est chronomètre officiel de l'épreuve, plus à l'intérieur du jeu, il te fait aller chercher un truc qui s'appelle le point Nemo, qui est en fait le point le plus distant de tous les continents. Donc c'est dans le Pacifique. Donc tu vois, c'est le point équidistant de tous les continents. Et donc dans ce jeu-là, tu vas chercher le point Nemo. Et si tu coches le point Nemo, la course aura lieu en novembre cette année. Un mois avant l'anniversaire de papa. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si Ulysse Nardin est chronométreur, est dans le jeu cette année. Mais le point Nemo, tu gagnais une fric one. Ah ouais. Ouais, pas mal. Freck. Oui, non mais Ulysse Nardin, Ulysse Nardin, il n'y en a pas eu sur la chaîne, les amis. Franchement, je compte sur vous. Attendez, si. Alors, je vais dire une connerie, il va m'engueuler. Il n'y a pas eu d'Ulysse Nardin dans le canapé de Petite Montre entre amis. Par contre, on a eu Pierre, un français installé à New York, qui nous a présenté sa Freak One en céramique noire. Ouais, c'est vraiment un truc intéressant. Est-ce que le fait que tu sois amateur, passionné, voileux, je sais pas quel est le terme, fait que tu aimes plus particulièrement Ulysse Nardin, qui est de toutes les marques
sauf si je me trompe, historique suisse, c'est-à-dire pas loin de 200 ans d'existence, qui est la plus proche dans ses racines le chronomètre de marine. Alors il faut savoir que grâce au chronomètre de marine, on a sauvé beaucoup. Enfin, la marque a permis de sauver beaucoup de vies, puisqu'en fait c'était très approximatif de partir en mer jusqu'au moment où on faisait un point. Enfin, approximatif quand on voit pas la terre. Donc c'est quand même grâce au chronomètre de marine qu'on a pu faire les premiers points. Donc c'est grâce à Ulysse Nardin qui a équipé, je sais plus, c'est 25 marines et Navy, et donc ça a sauvé des vies. Donc dans un premier temps ça a sauvé des vies. Aujourd'hui on n'est plus là-dedans pour Ulysse Nardin, ils sont plutôt comme ils peuvent pas sauver la planète, mais ils ont des actions. Oui, non mais ta proximité toi émotionnelle vis-à-vis de la marque, ça joue, ça bien sûr. Moi je suis comme je suis marin, je suis très sensible aux plongeuses. Je trouve que bon celle-là est d'une certaine façon une plongeuse, puisqu'en fait elle est dans les critères, elle définit d'une certaine façon. Enfin, Hoyer avait défini les critères qui étaient ses critères à lui. Couronne vissée, lunettes unidirectionnelles, 200 mètres. Donc oui, moi j'ai forcément le cœur qui bat quand je vois une Blancpain, quand je vois évidemment une Rolex. C'est quand même la montre que j'ai tous les jours. Mais par exemple, tu aurais pu me dire, tu dors Marine Nationale, un truc exceptionnel. Enfin, si tu dois t'acheter on parlait des Gen Z, et moi qui parle de montres parfois dans mon métier, moi j'aime bien parler de montres accessibles, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'acheter la montre. Alors justement, vous avez compris que c'était un peu foufou cet épisode. Là, on rentre dans la dernière partie, c'est plutôt de regarder sur l'avenir. Là, on comprend que c'est vraiment ancré dans ton ADN familial, et en plus ta filiation personnelle, cette montre. Quelle pourrait être ta prochaine montre? Alors, on a compris qu'ils ont pas le choix, des enfants. Bam, la trilogie Blancpain là. Pas sachant qu'ils s'en offrent une chacun en fait, parce que si on va au bout du. Oui, c'est ça. Oui, mais tu choisiras quand même. Alors moi je choisirais la mer. Ouais. Je pense que je laisserai la terre à ma fille et l'air à mon fils. Ouais. Alors ça ça c'est quelque chose qui est en toi. Si t'avais un truc là que tu peux acheter dans les semaines qui viennent, un achat d'impulsion, n'exagérons pas, parce que même 1000 balles pour même 1000 euros, 1000 francs suisses, etc. Ça reste une somme. Est-ce qu'il y a une montre, là, dans cette gamme de prix, tu vois, 1000, 2000 balles, est-ce qu'il y a une montre qui te plaît? Et dans des montres, un modèle dont tu rêves? Tu vois, alors, qu'est-ce que ça pourrait être, si t'en avais deux à citer? Alors, figure-toi que j'ai sauté sur la Blancpain Swatch, donc c'est moins de 1000, Non, mais ça, c'est le passé. Ouais. Alors dans futur, tu vois, futur, qu'est-ce qui te plairait? Tissot, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle c'est pas une plongeuse, mais je trouve que Tissot fait un super boulot. Avec celle qui viennent de relancer là, le chrono. Le PR516 chrono. Après il y a c'est chez TRX ou PRX. PRX qui je trouve très sympa. 1000, 2000. Non mais je craquerais un peu plus. J'irais. Demain, oui, tu dors. Quel modèle en particulier? La Black Bay, la Black Bay. Toute ça. En version FXD Marine Nationale, c'est-à-dire un peu sportive, machin, ou alors quelque chose de plus qui peut se porter tous les jours. Non, FXD plus radical que ta Submariner. Ok. Là, on est à 4005 à peu près. Grosse maille. C'est 3009, 4005. Et une montre qui te ferait rêver? Ou une montre, un modèle ou une marque, vraiment un domaine. Alors honnêtement, mais je pense pas que j'achèterais, que j'aurais, sauf à gagner au loto, mais franchement, non mais moi j'ai mis une fois une Richard Mille, et c'était Alexandre Mille qui m'a dit tiens, essaye. Ouais. Franchement, j'ai halluciné. Là, j'avais l'impression que j'avais une F1 au bout du bras. Tu te souviens? Alors le problème, moi je connais pas du tout. Bientôt, on devait avoir, pour des questions difficiles, ça a été émotionnellement, reporté. Ça m'a fait quelque chose. Tu te souviens du modèle?
Parce que le problème, c'est qu'elles ont pas de nom, c'est des séries. C'est RM, donc c'était celle qui portait lui. On était au musée olympique, donc c'était quand même assez rigolo parce qu'on était à Lausanne, au musée olympique. Je chronique un petit peu l'horlogerie pour le journal du luxe. Et en fait, j'avais fait un portrait sur la marque, et donc je lui propose de prendre, de témoigner, de me raconter un peu l'histoire de la marque. Ce qu'il fait, il vient. Ouais. On se retrouve, donc c'était assez exceptionnel. Je vois Alexandre Mille, et on commence l'entretien. Il défait sa montre et me dit essaye-la. Et ça, on sait tous que dans le geste de la vente, donner quelque chose en main ou te faire essayer, t'as déjà fait la moitié du chemin. Mais là, franchement, je l'ai mise à mon poignet, j'ai dit. Je me suis arrêté de parler, j'ai regardé la montre, elle fait 19 grammes, c'est un truc. Là, tu sens que t'as un bijou de technologie dedans, sur le bras. Et puis tu vois Rafael Nadal, tu vois les pilotes de F1, tu vois tout ça. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc oui, c'est une belle montre de mes rêves, ouais. Bon, vous avez compris, les enfants, c'est pas la trilogie Blancpain. Non, il faut que là vous preniez un emprunt sur 240 ans pour pouvoir financer la Richard Mille. Non, mais il faut avoir des rêves. Mais en fait, il faut créer d'abord dans la vie, si tu veux être heureux, je pense qu'il faut des rituels. Donc quand je te dis j'ai envie d'une trilogie Blancpain par exemple, ou une trilogie quelle qu'elle soit, finalement c'est l'idée de tiens, on refait le cercle quand on est ensemble, c'est-à-dire que ça arrive, c'est un cercle là qu'on se voit. On a après je sais pas si ça va leur plaire. Oui, non, c'est plus facile avec la Moonswatch qu'avec la Richard Mille. Bien sûr, on peut s'amuser d'ailleurs à faire une série. Tout à fait, t'as raison. Attends, tu as parlé de Après, j'aime bien l'idée de construire tu vois, donc en fait, c'est pas inatteignable comme rêve. Parce que la Blancpain, les 3 Blancpains, c'est pas inatteignable. Richard Mille, on est plus dans le... T'as parlé de cette collaboration Blancpain-Swatch, mais on n'en a pas parlé, mais précédemment, tu nous disais, parce que je suis, les amis, vous avez remarqué, dans le 60 secondes chrono, là c'était 240 minutes chrono, je veux dire, pardon, y a pas de problème. Non, mais tu as une Moonswatch et le Blancpain Collab 50 Phantom. Ouais. Et je l'ai même offerte, je l'ai même offerte à Dune, dans la couleur verte. Moi, je l'ai en bleu, elle, je lui ai offert dans la... Tu parles de la Swatch Blancpain. La 50 Blancpain, ouais. Ah, la 50 Swatch. Ouais. Comment tu les compares, les deux? Parce que t'es le premier à qui j'en parle de ça, qui a eu les deux ou qui a les deux. Entre la Moonswatch. Ouais, que j'ai vu. C'est la même sensation. Alors de fragilité, clairement, j'ai craqué sur la Blancpain parce que pour le coup, c'est une vraie belle montre. Enfin, là, t'as l'impression d'avoir un produit horloger, parce que t'as quand même un mouvement mécanique. Tu le vois au dos. Ouais. Tu prends la montre, le berceau qui est exactement celui de la 50. Elle fait même écho à la Scuba Swatch des années 80 parce qu'en fait, c'est presque pareil encore une trilogie, c'est-à-dire qu'en fait on a la 50 qui a été rééditée par Swatch, mais qui fait aussi écho à la Scuba de Swatch des années 80-82. Donc ça combine tous ces codes. Donc celle-là, aujourd'hui, je suis presque un petit peu déçu par ma Moonswatch, et je préfère presque ma Blancpain, même si en day-to-day, c'est quand même cool d'avoir cette... Est-ce que t'as changé les bracelets dessus? Non, je les ai gardés, les deux. Non, si, t'as raison, j'ai changé la Moonswatch. J'aimais pas le bracelet scratch. Je le trouvais, et j'ai mis comme j'avais une collection de natto. Ouais. J'ai remis un natto. Et donc, tous les gens m'ont dit, oh, elle est vachement bien en natto. Parce que du coup, une Moonswatch en natto, c'est Vous avez bien compris qu'en fait, le bracelet natto, c'était une invention marketing des militaires. En fait, c'est le bracelet Alexis qu'il faut mettre. J'ai mis mon bracelet Alexis, et j'ai mis aucune action d'aucune marque que nous avons citée, je le dis, parce que tu pourrais dire, non, mais attends. Non, mais ce qui est drôle, drôle est pas le terme, mais c'est une nouvelle illustration que, s'il y a un truc qui est visuellement réussi, mais qui ne l'est pas, en fait, au porté, c'est le bracelet de la Moonswatch. Il gratte, il est pas agréable, il se règle pas bien. Mets-le sur une natto, tu vois, c'est en fait, j'ai acheté un bracelet rubber, à 3 fois rien, et ça change tout, mais
je sais pas si je vous l'ai dit les amis, mais globalement c'est une montre que je porte pas. Tu vois, une montre toute bête pour l'été qui risque rien, bah oui, mais elle risque rien, mais elle est quand même ultra fragile. Alors c'est exactement ce que je fais moi. Elle est pas étanche. Je la porte que l'été, puisque du coup je la porte en vacances. Ça m'évite d'emmener des montres trop chères en vacances. T'as peur enfin tu t'es en vacances, les maisons parfois restent ouvertes. Enfin tu le sais. Donc moi maintenant aujourd'hui l'été, j'ai toutes ces montres là qui ont tous les codes, qui sont sympas, qui sont ludiques, qui sont colorés. Et je rappelle que nous, les Européens, en moyenne, on a 4 montres. Par exemple, les Coréens sont sur 15 ou 16 montres. Donc moi, je pense qu'il faut remettre de la mode. Et il faut redescendre un peu. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse jouer avec nos montres comme des petits codes mode. Eh ben, tu m'as convaincu. Il m'a convaincu, les amis. Je vais lancer la plateforme d'Alichus en coréen. Voilà. Parce qu'ils ont plus de montres que les copains francophones. Non, mais nous, on se les offre mariage, anniversaire, si t'es pour les enfants, tu fais première communion. Alors, deuxième petite confidence d'une, je lui ai réoffert une montre cette année, donc c'était la Blancpain 50 Swatch, et en fait, je lui ai offert à un moment clé, parce que moi, je pense que la montre, c'est quelque chose qui te donne confiance. Ça te donne de l'estime de toi. Tu regardes la montre, tu te trouves mieux, meilleur, plus beau, je ne sais pas. C'est un peu et donc je pense que c'est un peu comme si tu mettais un bracelet de force. Tu dis ouais, attends là, ça va être je suis et donc d'une qui cherchait du travail. Qui sortait de ses études, exactement. Donc au moment où elle sortait de son cycle d'études, elle commençait son amorce de travail. Et elle est venue me voir en Suisse et je lui ai offert une Blancpain Swatch. Et je lui dis, allez chérie, ça c'est un truc, ça va te donner confiance pour aller trouver du boulot. Bon, elle a trouvé du boulot. Eh oui, voilà. Merci beaucoup Alexis. Qu'est-ce qu'on peut dire les amis? On a bien compris qu'il n'avait pas craqué sous la pression. Ah oui. Il a sublimé cette montre, vous l'avez bien compris. Je mets un petit astérix, ça don't crack under pressure qui est plus utilisé. Qui est plus et qui était la signature de marque de l'époque. Exactement, avec cet athlète où on le voyait sauter par-dessus une lame de rasoir. Une campagne de pub faite par BDDP à l'époque. Et oui, un très bon bouquin qui s'appelle Disruption, que je t'invite à lire, de Jean-Marie Dru. Jean-Marie Dru étant le 2e ou le 3e D de l'agence BDDP. Voilà, c'était il y a longtemps, les amis, les boomers vous parlent. Je vous dis à bientôt. Pour participer, comment on fait? www.dalichus.fr, il y a un formulaire, vous le remplissez. Vous me dites de quoi vous voulez parler, de quel monde, vous mettez vos coordonnées, on en discute. Vous êtes dans le coin, vous venez dans le canapé, vous êtes à distance, on enregistre à distance. Et puis surtout, si vous avez des montres, quelles qu'elles soient, comment vous les aimez, pourquoi vous les achetez, rendez-vous sur www.dalichus.com pour partager votre avis sur votre belle montre. Ciao, ciao!